Salut à toi, si tu es coach sportif qui veut devenir entraîneur ou que tu es gérant d'un club de sport et que tu cherches à mettre des coachs dans ton club ou tu sais pas comment ça fonctionne, dans cette vidéo, je vais te détailler la technique que j'ai mis en place pour mettre des coachs dans un club et savoir au final quel est le bon nombre. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux faire évoluer ton club, ton équipe ou ton chiffre d'affaires, hyper important, et que tu te poses la question que tout bon manager de club devrait se poser: combien de coachs je peux vraiment intégrer dans ma structure sans que ça parte en vrille? Donc moi, je m'appelle Alexandre, j'accompagne les coachs sportifs et les clubs à structurer leur business pour qu'ils arrêtent de survivre et de commencer à performer grâce au personal training. Okay, dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 critères concrets pour savoir combien de coachs ta structure peut vraiment accueillir sans qu'il y ait de problématiques, c'est-à-dire trop de coachs, pas assez de clients. Voilà, en tout cas d'avoir une bonne osmose entre tout ça. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je te donnerai une formule simple à utiliser pour calculer ton potentiel réel. Alors, on va aborder le chapitre numéro 1 qui est la taille de ton club. Ça, c'est hyper important de savoir ça. Alors, c'est très souvent pas trop pris en compte, mais la surface exploitable est importante. J'ai déjà vu des clubs où il y avait peu d'espace de small group training, il y avait peu d'espace entre les machines, donc c'est quand même assez difficile de coacher correctement, surtout sur les heures d'influence. Donc les bonnes questions ici à se poser, c'est: est-ce que tu as bien des zones distinctes entre la partie cardio, muscu, zone libre? On peut avoir même une zone stretching, on peut avoir des zones de courco. Si tu as un studio, est-ce que tes machines sont assez aérées? Est-ce qu'elles sont bien autour pour que tu puisses coacher au milieu? Voilà, comment les zones sont positionnées dans ton club? Est-ce qu'il y a matière à pouvoir coacher correctement? Est-ce que les coachs peuvent travailler dessus sans se marcher? Okay, parce que s'il y a trop de coachs, à un moment donné, ça crée une tension, soit par rapport au coach, soit par rapport au client. En tout cas, il y a quelque chose qui s'installe qui est malaisant. Okay, l'idée, c'est que si vous installez des coachs sportifs, ça reste un système haut de gamme. Si les clients sont entassés, bon, ben, ça sera plus haut de gamme et forcément, les tarifs de coaching devront baisser. As-tu des pics de fréquentation où tout devient saturé dans ton club? Est-ce que ça arrive aujourd'hui? Si par exemple, je sais pas moi, à 18h le lundi, c'est complètement full, est-ce que tes coachs peuvent coacher à ce moment-là? Si oui, ok. Sinon, bah, quelles sont les solutions qu'on peut envisager à ce moment-là? Alors une règle simple, là on parle vraiment d'un club, c'est-à-dire low cost, où c'est des grosses surfaces hyper aérées. On parle pas de concept particulier, hein, c'est vraiment les clubs plutôt low cost. Un coach actif, c'est entre 150 et 200 mètres carrés. Alors voilà, c'est encore à prendre avec des pincettes. Par exemple, si on a un studio de coaching, si on a un club de sport haut de gamme, voilà, tous ces paramètres viennent drastiquement changer ici le nombre. Hein. Ok, donc bah, du coup, ce ratio peut changer en fonction de ton modèle économique. Donc ça, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais l'idée ici, c'est: ok, qu'est-ce que j'ai à disposition comme structure aujourd'hui pour pouvoir accueillir mes coachs? Deuxième chapitre, c'est la fréquentation. Alors, tu peux avoir un très grand club, mais 80% du temps, il est vide. Alors, l'idée, c'est d'observer les pics horaires. Hein. Ça fait un petit peu la liaison avec le premier chapitre. Combien de coachs sont vraiment nécessaires? Ok, parce que si aujourd'hui, on embauche, on est sur un modèle salarié, on embauche plein de coachs parce que le soir, il y a plein de monde, ben en fait, la journée, ils vont rien faire, ces coachs. Donc, l'idée, c'est de trouver une bonne carburation ici sur un modèle salarié pour avoir le nombre de coachs nécessaires à prendre en charge les clients. Maintenant, si c'est des coachs indépendants, c'est encore un petit peu différent. C'est aussi de les aiguiller, de leur dire: voilà, viens plutôt sur ces horaires-là parce que là, aujourd'hui, il y a du monde. Si tu viens, par exemple, je sais pas moi, le dimanche de 18h à minuit, bon, t'es sûr qu'il va y avoir personne. Donc, si t'es coach indépendant à ce moment-là, bon, c'est bien de connaître sa fréquentation de club pour pouvoir orienter un petit peu le nombre de coachs qu'on va mettre dedans. Et combien serait en surcharge si tout le monde bossait sur les mêmes créneaux? Bon, voilà, c'est ce que je viens de dire. Hein. Si les personnes viennent, les coachs viennent sur les créneaux les plus forts de la semaine, lundi, mardi, mercredi, et que tout le monde se marche dessus à ce moment-là, bon, il faut réfléchir peut-être à quelque chose de différent. Peut-être le positionnement des coachs, peut-être une répartition des zones dans le club, voilà, à voir. Optimiser la présence en décalant les plages horaires de présence. Alors là, c'est pour
la partie salariée. Si vous êtes en indépendant, sur un modèle indépendant, à ce moment-là, ça c'est pareil, c'est à prendre avec des pincettes. Chapitre 3, l'accueil du club, l'équipe d'accueil et la coordination. Alors moi, je suis issu d'une grande chaîne de sport. Je vous dirai pas le nom parce que le but c'est pas de critiquer quoi que ce soit. Mais je me suis vu dans cette grande chaîne avec des équipes d'accueil incroyables, où du coup on est super bien en entente et la liaison entre l'abonnement, le fait de proposer la séance d'essai et la liaison avec le coach se fait très très bien. On a des groupes WhatsApp, c'est hyper huilé, le coach est à côté, on présente les clients en direct. Dans ces cas-là, c'est super parce que les coachs ont régulièrement des clients, les clients sont très rapidement fidélisés et c'est vraiment super pour l'image du club. Maintenant, dans ces grandes chaînes-là, on a aussi les problématiques. Il y a beaucoup de salariés, il y a beaucoup de jeunes qui n'en ont rien à faire de cette phase-là. Donc ces clubs-là sont très vite pénalisés. Donc à vous de faire attention à cette équipe d'accueil, parce que si l'équipe d'accueil fait de la rétention et ne fait pas de bonnes passerelles vers vos coachs, très souvent les coachs ne vont pas avoir assez de clients et donc vont très vite tirer la langue. Alors ça, c'est sur le modèle indépendant. Si vous êtes en salarié, c'est encore pire. C'est-à-dire que vous allez payer des coachs à rien faire ou à juste tourner dans la salle. Bon, ok, 1 ou 2 coachs, c'est bien, mais d'en avoir 3-4, là, ça le fait plus. Le modèle économique s'écroule. D'accord? Donc, faites bien attention à ça. Formez bien vos agents d'accueil. Ayez un système de vente hyper précis pour pouvoir de suite onboarder les clients vers quelque chose qui fonctionne, parce que c'est primordial pour la santé du club. Plus votre client est vite pris en charge, plus il va être satisfait de la salle. Plus il va être pris en charge, plus il va déjà avoir quelqu'un avec qui discuter quand il vient à la salle, donc il est déjà attaché à la salle. S'il est tout seul, ce client, il va très vite devenir un abonnement fantôme. Donc à ce moment-là, c'est pas bon. Si ce client, il est peut-être en coaching, il rentre en coaching avec un coach, c'est un client qui est surfidélisé. Donc c'est hyper important pour la santé du club ici d'avoir un process très établi pour bien prendre en considération ces fameux clients. Donc si ton équipe d'accueil ne sait pas vendre ses services, tu vas avoir des coachs au chômage technique dans ton club. Donc ça, c'est la pire des solutions. Donc là, pas grand chose à faire à part bien reformer ces équipes d'accueil et essayer de faire prendre conscience aux coachs que ils peuvent attendre peut-être des clients dans le club, mais peut-être qu'ils peuvent aller aussi en chercher en extérieur. Ça peut être aussi une des solutions intéressantes pour les coachs qui sont indépendants. Est-ce que ton staff s'est présenté l'offre de coaching ou la séance d'essai, le PTI? Ok. Est-ce qu'il y a des outils de planification, des briefs d'équipe? Bon, ça c'est un des points noirs, hein, je le vois bien. Quand ça fonctionne bien, ça c'est tout le temps, voire même il y a des soirées en extérieur, etc. pour que toutes les équipes soient hyper soudées. Quand ça ne fonctionne pas, ça c'est inexistant. Donc c'est pas plus compliqué que ça. As-tu une routine hebdomadaire de synchronisation? Voilà, est-ce qu'il y a bien les coachs qui viennent dire bonjour à tout le monde dans la salle? Est-ce que les agents d'accueil font la même chose? Voilà, c'est toujours le même concept. Est-ce qu'il y a une bonne synchronisation? Un coach isolé ne vend rien. Une équipe qui collabore remplit des plannings, fidélise les clients et du coup, ça fait plus de rentabilité pour un club et les zones sont fréquentées. C'est ça aussi qui est important. Donc, c'est aussi un travail de longue haleine au final, c'est cette partie-là. Chapitre 4. Alors, ça vient vraiment avec la partie 3. C'est plus les gens sont coachés, plus ils sont actifs. Maintenant, il y a des clubs qui vont avoir beaucoup d'adhérents. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais par contre, les adhérents ne fréquentent pas. C'est aussi un point intéressant des clubs, c'est que les clubs, eux, ils ont besoin d'avoir beaucoup d'adhérents, donc ils font rentrer du monde. Maintenant, ils sont engagés sur 1 an, ok. Il y en a qui payent pas cher, donc ils s'en fichent, ils payent. Mais aujourd'hui, si on veut mettre des coachs, il faut que les adhérents soient actifs. Donc, comment faire pour avoir des adhérents actifs dans son club? Ça, c'est important aussi à prendre en compte ça. Donc, soit le club met en place des actions pour booster les clients, soit le club ne fait rien et à ce moment-là, c'est à vous en tant que coach de dynamiser ça et de créer des choses dans votre club, des événements, je sais pas, le fait de tourner régulièrement, de l'ambiance, etc. C'est ça les éléments qui vont faire que vous allez avoir des adhérents actifs. Discuter avec les gens, ça rend les clubs actifs.
Donc, c'est la donnée brute qui conditionne tout. Un coach pour 100-150 adhérents actifs, si l'offre est bien packagée, le taux de transformation est à un petit peu plus de 10%. Ça, c'est un chiffre qui est très très bon à avoir en tant qu'indicateur. C'est que si aujourd'hui vous n'avez pas 10% de coaching dans votre club, donc 10% des clients qui sont en coaching dans votre club, c'est que vous avez déjà une super marge de manœuvre pour gagner plus d'argent dans le club. Et c'est aussi un club qui est en mauvaise santé vis-à-vis du fait que les clients ne fréquentent pas assez le club et ne vont pas assez en connexion avec les coachs. Donc c'est important d'avoir cet indicateur-là quand vous souhaitez mettre en place votre head training dans un club ou que vous souhaitez mettre en place une équipe dans un club pour jauger le nombre de coachs. Donc on doit connaître, c'est hyper important, le taux de coaching dans un club. C'est-à-dire si vous avez 3%, si vous avez 5%, si vous avez 8%, 10%, les clubs les plus poussés, on est plutôt à 20-25%, ça arrive, ok, c'est pas comment dire impossible. Maintenant, vraiment la moyenne, il faut qu'on sache, on est entre 8 et 12%. 10%, c'est une très bonne moyenne quand même, ok. Si vous êtes à 5%, ça reste bien, mais on peut encore faire des efforts. C'est pas assez poussé, d'accord. Il doit y avoir plus de personnes qui doivent prendre en compte, rentrer en coaching. Donc, s'il n'y a pas assez de clients, d'adhérents actifs, il n'y a pas assez de clients pour les coachs et les coachs ne gagnent pas assez leur vie ou ne rentabilisent pas assez les salaires sur lesquels ils sont payés en club. Donc, mettez bien en place ces choses-là pour dynamiser ces clients actifs. Alors aujourd'hui, si tu veux aller plus loin, c'est mon petit moment pub, si tu veux aller plus loin et structurer ton équipe de coach pour qu'il soit autonome, performant et aligné avec ton club, que ce soit en modèle salarié, que ce soit en modèle indépendant, j'ai ouvert un espace School où je partage toutes les ressources, des modèles de contrat, des templates de recrutement, stratégies de vente, des fidélisations clients que j'ai testé sur plus de 50 clubs et un petit peu plus de 200 coachs sportifs à l'heure actuelle. Donc, n'hésite pas, le lien sera juste en bas dans la description. Ok, tu gagneras des mois d'essais et d'erreurs. Et en plus de ça, on a des lives, donc tu peux aussi poser toutes tes questions en live. Donc ça, c'est hyper intéressant pour les coachs qui n'ont pas envie de perdre du temps et qui ont vite envie d'aller vers la direction de la réussite. Chapitre 5, la facilité de recrutement. Alors, c'est bien de vouloir mettre 5, 10, 20, 20 coachs dans un club. Maintenant, ça dépend où ton club est positionné. Moi, j'ai eu des clubs dans des petites villes, des clubs avec des loyers qui restaient quand même accessibles à une certaine époque. Après que les augmentations, ça est devenu un petit peu compliqué. Mais dans ces villes-là, les bassins de coach sont très peu présents. Je vais donner un cas typique. Mont-de-Marsan, une ville dans les Landes, où il y a un BPGEPS qui est là-bas. Les coachs, une fois qu'ils ont fini leur BPGEPS, ils vont où? Ils vont sur la côte basque, ils vont du côté de Pau, ils vont du côté de Toulouse ou ils vont du côté de Bordeaux. Voilà. Très peu de coachs restent sur les petites villes, alors que pourtant, sur les petites villes, c'est là où on fait le meilleur bise, en tout cas dans les clubs où j'étais, parce qu'en fait, il n'y a pas de concurrence de coach déjà, ou très très peu. Et en plus de ça, quand on arrive dans un club, on a 1500, 2000 adhérents et qu'il n'y a que un ou deux coachs, on arrive comme à la maison dans ces clubs. Donc c'est hyper rentable, c'est hyper pratique. Maintenant, voilà, c'est si on a la possibilité de rentrer dans une structure hors des grosses villes où il y a beaucoup de coachs dans les salles, c'est très facile. Maintenant, ça n'empêche qu'il faut toujours avoir des process commerciaux, etc. Mais de l'autre côté, si vous voulez mettre plusieurs coachs dans un club, il faut avoir un concept qui drague facilement les coachs, parce que les coachs, c'est à eux de venir, ça sera pas à vous d'aller les chercher. Donc les bassins de coachs autour de toi, c'est important. Si on est dans des grosses villes, c'est simple, on met une annonce, il y a 20 coachs qui tombent, c'est pratique. En plus, on a le choix. Quand vous êtes dans des petites villes, c'est beaucoup plus compliqué. En plus, dans une grosse ville, le coût d'acquisition d'un coach est très faible, surtout si vous savez bien draguer les coachs et que vous avez une bonne politique d'entreprise. Si vous êtes dans des petites villes, les coûts d'acquisition s'envolent et pour garder les coachs, vous devez vraiment travailler là-dessus. Donc, faire des partenariats avec les écoles, BPGEPS, les CQP, les choses comme ça, et ton image de marque. Est-ce qu'un coach a envie de postuler chez toi? Voilà, ça c'est la bonne question. Si tu recrutes que pour le bouche à oreille, tu limites ton expansion. Alors, si tu es sur une échelle locale,
rien à faire, c'est hyper intéressant pour toi. Si tu as une échelle nationale, il va falloir trouver d'autres stratégies. Et donc, ça sera plus compliqué. Moi, j'ai fait face à cette stratégie-là. J'ai commencé à travailler en échelle locale avec 4 clubs. D'un coup, je suis passé à 50 clubs. Donc, il a fallu que je trouve d'autres axes de recrutement avec des partenariats à l'échelle nationale avec des différentes écoles, etc. Donc voilà, à vous de réfléchir là-dessus. Mais si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me l'écrire juste en bas dans la description et je vous ferai un plaisir de vous répondre. Chapitre 6, modèle économique du club. Et oui, ça c'est important. Tu ne peux pas déterminer le nombre de coachs sans comprendre ton modèle. Est-ce que ce sont des modèles indépendants, salariés ou en partenariat avec les coachs? Quelle est la marge de ton club gagne sur chaque coach? Si aujourd'hui on met trop de coachs, du coup on va avoir une petite marge sur le modèle salarié. Est-ce qu'il y a un réel intérêt de payer des coachs pour avoir des petites marges? On a toute la gestion salariale, etc. Le management, ça la partie RH. De l'autre côté, si c'est des coachs indépendants et que vous mettez beaucoup de coachs, vous voyez, ici j'ai mis un exemple. Est-ce que c'est bien d'avoir plein de coachs à 2000 € ou est-ce que c'est bien d'avoir des coachs à 5000? Bon, en général, si on est indépendant, c'est bien d'avoir une fourchette entre 3 et 5000. Mais vous, en tant que manager, c'est à vous de prendre en compte, c'est que s'il y a des trous dans l'année, si vos coachs sont pas performants, s'il y a des baisses de fréquentation dans le club, ça fait toujours des aléas de chiffre d'affaires qui sont importantes à prendre en compte quand vous recrutez des coachs sportifs. Donc, plus tu montes en gamme, plus tu peux réduire la quantité, augmenter la qualité. Donc, ça peut être, j'augmente le nombre de coachs parce qu'on sait qu'ils vont gagner plus d'argent. J'augmente la partie tarification parce que c'est sur la partie salariée, donc on va faire plus de marge. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. C'est pareil, si tu veux échanger là-dessus, c'est avec grand plaisir. Dernier, chapitre 7, ton système de gestion interne. Alors ça, c'est important pour toi, c'est quelle est la variable souvent oubliée, c'est quelle est ta capacité à manager. Tu peux accueillir techniquement 10 coachs, mais est-ce que tu as des bons process de recrutement? C'est-à-dire comment ton coach, il est intégré dans un club? Est-ce que c'est juste, ok, le gars signe, vas-y, débrouille-toi dans le club? Si c'est comme ça, tu es sûr que tu as un gros turnover et que tes coachs, ils vont être pas bons derrière parce que les coachs sortent de diplôme, le constat est clair, ce sont des bons techniciens, ils ont toutes les bonnes connaissances, ils sont frais par rapport à leur capacité de coacher. Par contre, ils rentrent dans le monde du business, ils sont trop jeunes. Et si on les épaule pas à ce moment-là, très souvent, on a un gros turnover. Après, il y a des coachs qui sont motivés, il y a des coachs qui sont pas motivés, il y a des coachs, première difficulté, ils arrêtent. Ça, malheureusement, c'est le business qui est comme ça. Mais plus vous allez avoir une prise en charge importante, et moi je vous donne un tip, c'est sur les 3 premiers mois, plus votre coach va prendre les bons réflexes dans le club et plus ce sera intéressant. Pareil, si vous avez peu de coachs, du coup, il faut vraiment être très présent avec les coachs. Si vous avez déjà une petite équipe de 4-5 coachs, un coach qui va venir dedans va venir prendre l'élan des coachs qui sont déjà en place. Donc, tout l'intérêt de garder un contact régulier et de bien former les premiers coachs dans vos clubs. Des checking hebdo, est-ce que c'est tous les 15 jours, est-ce que c'est tous les mois? Est-ce que vous avez une plateforme où vous pouvez les former? Est-ce que vous faites appel à une personne extérieure? Voilà, comment vous fonctionnez vis-à-vis de ça? Une stratégie, de monter en compétences continue. Est-ce que vous les formez au départ sur la vente, sur le marketing? Est-ce que c'est sur le coaching? Comment vous fonctionnez au fur et à mesure pour que les coachs montent en compétences techniques, mais aussi business? Un club bien organisé peut scaler, un club chaotique plafonne, voire même cool. On voit trop de clubs aujourd'hui ne pas mettre les coachs sportifs au centre de l'attention et c'est l'erreur principale. Je ferai un sujet de vidéo là-dessus un petit peu plus tard, mais vraiment, s'il vous plaît, prenez soin de vos coachs au départ et une fois qu'ils fonctionnent bien après, fidélisez ces coachs, passez du temps avec eux et c'est là-dessus que vous allez pouvoir derrière avoir des clubs qui tournent très fort et des coachs qui sont contents de bosser avec vous. Alors pour conclure, j'ai fait une vidéo vachement longue, je voulais faire une dizaine de minutes, mais il n'y a pas trop de chiffres magiques, d'accord? Il y a une logique de calcul basée sur ta surface, la fréquentation de ton modèle, ton staff et ta vision. Maintenant, n'oubliez pas, le seul chiffre important, c'est la moyenne des 10%. Si vous n'avez pas ces fameux 10%, à voir qu'est-ce qui manque dans votre activité, est-ce qu'il vaut mieux travailler sur les équipes de club, etc. Bon, vous avez juste à revoir la vidéo. Ou si vous êtes à plus à ce moment-là, ok, c'est cool. Et là, vous avez un club qui tourne très très fort. Donc, si tu veux que je t'aide à faire le calcul pour ce club, pour ton club,
Clique dans la description sur le lien et viens poser ta question dans mon school. T'es pas obligé de tout deviner tout seul. Alors, restez pas seul. Aujourd'hui, moi, je suis hyper spécialisé dans l'industrie du personal training. Donc, n'hésitez pas à faire du partage et à poser vos questions. Et dis-toi une chose, c'est pas ceux qui ont le plus de coachs qui réussissent. Souvent, on regarde ça et en fait, il y a beaucoup de turnover et les coachs souffrent beaucoup, très souvent. Mais c'est ceux qui ont des coachs qui coachent. Et ça, c'est la garantie d'un club en bonne santé. Je reste vraiment positionné là-dessus. Mettez des coachs qui coachent et vous aurez un club en bonne santé. Pense à t'abonner et à liker si tu as appris des trucs aujourd'hui. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.